Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Mon expérience, les gens, quand on commence les vidéos, les gens arrivent. Donc on va faire ça. On va commencer et puis... Alors du coup, aujourd'hui on est là pour un live sur le diagnostic. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce que j'ai eu plein de questions, on m'a posé plein de questions et qu'il va y aussi avoir une petite collab pour un post avec la vie en fibromyalgie, voilà. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas ce qu'elle veut dévoiler ou pas. Donc le thème du jour, c'est donc le parcours de diagnostic et les diagnostics. L'idée c'est que vous ayez un peu un aperçu du coup en vidéo on va dire de mon post que j'avais fait qui brièvement récapitule toute la partie, tous mes diagnostics en fonction des années et puis vous donner un peu des ressources aussi où se faire diagnostiquer etc. etc. Donc je vais commencer par mon histoire de diagnostic réactualisée, puisque sur mon compte YouTube, il y a déjà mon parcours de diagnostic, mais uniquement fibromyalgie, donc je vais quand même repartir de zéro et rajouter ce qu'il y a eu en plus depuis. Donc du coup, j'ai commencé à avoir des symptômes en 2009 à peu près, peut-être un petit peu avant, où j'ai commencé à avoir des entorses, etc. Et du coup... Vraiment, c'était vraiment comme des entorses et des douleurs dans les chevilles et ça s'est étendu au niveau des genoux quelques années plus tard, sachant que les premiers médecins que j'ai vus pour les chevilles, c'était médecin traitant, plutôt médecin un peu ostéo dans ce genre-là, et aussi j'ai été jusqu'à la scintigraphie, donc je suppose que j'ai dû voir un rhumatologue à l'époque. Et puis la scintigraphie, c'est on vous injecte un produit de contraste, voilà. Donc voilà, radiologue, tout ça, j'ai dû voir 4-5 médecins à peu près en tout à cette époque-là. Voilà. Et après, j'ai plus trop vu de médecins. J'avais mal dans les genoux. Enfin, en fait, on est resté sur des médecins classiques. Et les symptômes ont empiré de plus en plus. Et c'est quand j'ai eu 18 ans que j'ai décidé de prendre mon diagnostic en main, puisque j'en avais passablement marre. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a redirigée vers un rhumatologue, qui m'a dit vous avez la crampe de l'écrivain. Je savais pas qu'on a mal au genou dans la crampe de l'écrivain. Il y a eu le Covid entre temps. Je suis retournée voir un autre rhumatologue qui, elle, m'a diagnostiqué la fibromyalgie. J'ai vu à ce moment-là un radiologue pour tout ce qui est IRM scanner et aussi un neurologue pour un EMG, électromyogramme. Et elle m'a dit donc vous avez la fibromyalgie, faites du sport mais pas trop, au revoir. Donc du coup, dans cette lignée-là, j'ai été un peu désespérée, mais j'ai quand même pris un rendez-vous chez un troisième rhumatologue, chez qui du coup... qui elle m'a vraiment prise en charge, grâce à qui j'ai pu vraiment commencer les démarches au niveau de la MDPH, la priorité, le stationnement, tout ça, et la RQTH. Donc là, au niveau date, on est en 2020 à peu près, 2021. Voilà. J'ai commencé à avoir des migraines aussi, j'ai pu voir du coup un neurologue aussi pour ces migraines. Et puis j'ai pas eu trop de suivi pendant quelques temps. Jusqu'à ce que j'aille au centre de la douleur et là ça a vraiment... j'ai été en liste d'attente sur le centre de la douleur et c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir des solutions et je suis sur Grenoble au centre de la douleur avec le docteur Liateni et j'adore ce médecin. Vraiment, il a changé ma vie et mon parcours médical, donc ça c'est vraiment top. Et puis du coup j'ai été orientée vers un centre spécialisé pour le SED, donc syndrome des lèvres dans l'os, qui m'a requalifiée en HSD, trouble de l'hypermobilité articulaire, en janvier 2022. Voilà un peu au niveau de ce parcours-là de diagnostic. Pour l'autisme, ça a été un peu plus bref puisque j'ai été suivie par une psychologue pendant plusieurs années, on n'a jamais posé le mot autisme.
Et c'est moi qui ai parlé à ma psychiatre en 2019 de l'autisme. Et donc j'ai fait les examens au C3R à Grenoble, qui s'occupe de ce genre de diagnostic. Et j'ai été diagnostiquée 1 an et demi plus tard à peu près. Voilà. Et puis j'ai pas de suivi particulier, j'ai galéré un peu, j'ai vu 3 ou 4 psychiatres qui m'ont pas plu et là j'en ai enfin trouvé. Voilà au niveau du parcours purement. Du coup, je vais parler un petit peu, donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Ce qui a fait balancer entre la fibro et le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est qu'effectivement, ma maman a reconnu des symptômes et j'ai pu en parler à ma rhumatologue qui, elle, a bien vu qu'il y avait quelque chose, effectivement, peut-être en plus. Et donc m'a redirigée vers d'autres médecins plus compétents. Depuis, je ne l'ai pas revu puisque j'en ai plus le besoin et qu'on sait ô combien les médecins sont overbookés. Je suis aussi en cours à la médecine interne de Grenoble, au CRIC, qui s'occupe du coup de tout ce qui est mastocyte, pour le SAMA, qui est le syndrome d'activation mastocytaire. Les mastocytes, c'est des petites choses qui libèrent de l'histamine dans notre corps. Si vous connaissez les antihistaminiques, c'est ce qui permet donc de bloquer les réactions allergiques. Et donc, les mastocytes chez moi, visiblement, sont trop sensibles, libèrent trop d'histamine et donc me provoquent des réactions allergiques un peu bizarres. Si vous me suivez régulièrement sur mes stories, vous connaissez et vous voyez que j'ai des réactions bizarres. Donc voilà, ça fait pas mal de médecins quand même. Et c'est vrai, mais voilà, faut persévérer, il faut pas avoir peur de voir, de pas être satisfait par un médecin, d'aller voir un autre médecin. Après, faut vraiment faire attention aussi à se dire est-ce que là c'est moi qui suis dans le déni ou est-ce que je vois qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Faut essayer de faire la part des choses entre les deux. Mais en tout cas, faut savoir trouver de l'aide et ça c'est très important. Ensuite, donc au niveau des ressources, pour tout ce qui est fibromyalgie, on va rester au niveau de rhumatologue et centre de la douleur, surtout pour les diagnostics. Bien sûr, c'est malheureusement ou heureusement votre médecin traitant qui va être à la base de toute cette démarche. Donc je vous recommande d'en trouver un bien. Je sais que c'est compliqué, moi ça m'a pris plusieurs années. Donc comme vous voyez par mon parcours, j'ai pas mal d'errances de diagnostic. Donc voilà, il faut s'entourer des bons médecins et c'est une des parties les plus compliquées du parcours. Pour tout ce qui est autisme, du coup, vous avez soit des psychiatres qui sont habilités à faire le diagnostic de l'autisme, vous avez aussi des centres spécialisés comme à Grenoble le C3R. Après, quand vous rentrez dans des structures un peu spécialisées, par exemple le centre de la douleur, c'est vrai qu'ils vont connaître aussi les médecins vers qui vous redirigez. Pour tout ce qui est le CED, si vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez Lyon, qui ont un centre, je crois que c'est au Massu, qui ont un centre de référence, et vous avez Clermont-Ferrand, où il y a un centre de référence aussi, qui a peut-être un petit peu moins de délai, puisque Clermont-Ferrand c'est un peu plus paumé que Lyon, on va dire, et sinon c'est directement sur Paris. Voilà, sachant que c'est par région, donc vous pouvez pas aller à Marseille si vous êtes de Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont pas vous prendre. Faut pas non plus être pressé parce que rien que pour avoir une réponse pour un rendez-vous, des fois il faut attendre plus d'1 an. Donc il y a bien 2-3 ans d'attente rien que pour avoir le rendez-vous pour le diagnostic. Voilà. Enfin pour le jour du rendez-vous et pour commencer les démarches du diagnostic. Moi je suis à Clermont-Ferrand, j'ai eu rendez-vous en janvier, j'ai toujours pas eu mon compte rendu. Donc c'est pareil, les démarches du coup doivent attendre parce que tout ce qui est ALD, tout ça. Et malheureusement les médecins sont overbookés. Personnellement, je trouve ça absolument incroyable de mettre 6 mois pour écrire un compte rendu. Je comprends qu'on soit overbooké, mais bon, quand on a un rendez-vous, c'est vrai que voilà, on s'attend à pouvoir faire les démarches après. Et surtout, quand on nous conseille des médecins à aller voir, bah, si vous n'avez pas les lettres, vous pouvez pas y aller. Donc ça, c'est assez compliqué et ça retarde pas mal les diagnostics. Rémi est à côté de moi. En mode cadavre. En mode cadavre. Toi, t'as un truc à te dire en particulier vu que je t'avais à côté de moi. Qu'est-ce que... Si... Attends, je débarque, bonsoir. Si vous avez forcément un proche ou une proche qui est dans une situation de diagnostic ou des choses comme ça, cette personne va avoir besoin de vous.
Donc n'hésitez pas à être présent, à être là pour la personne, à la soutenir, parce que ça va être dur. Parce que c'est des étapes qui peuvent être longues, nerveusement qui peuvent être compliquées, aussi mentalement, de se dire, mais en fait, est-ce que je fais pas chier mon monde alors qu'en fait, je suis juste une chochotte. Bon, c'est plus pour mon cas que le tien, mais vraiment, il faut chercher à être présent pour ces personnes-là. Et pas remettre en compte leur ressenti. Voilà, c'est surtout ça. Même si à la fin, le diagnostic, il marche pas au final et c'est autre chose, ou alors il y a juste rien, mais en fait, ces personnes-là, il y a quand même des douleurs, ou il y a quand même des choses comme ça, donc il faut, faut être présent. Voilà. Après, je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Ah, c'est pas mal. Ouais. On Je a, retourne me coucher. on a une miss qui vient avec nous. Je vais la rajouter sur le chat. Je sais pas si... Enfin, je vais la rajouter sur la vidéo. Est-ce que ça va fonctionner? C'est un premier test. J'ai jamais fait une vidéo avec une autre personne. Hé. Accepter. Bon. On avait déjà essayé l'autre jour avec une patte en or quand on avait fait le direct sur les chiens d'assistance, mais je ne vois pas. Bon écoute Marie-Eugénie, si tu veux rajouter des petites choses, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi. Voilà, ça prend du temps et ça peut être compliqué. Je voulais prendre quand même un petit moment pour en discuter en live. Je vois qu'il y a plus de personnes qui ont répondu au sondage, tout ça. C'était un peu à la dernière minute que de personnes qui sont venues pour l'instant. Donc je pense que ce sera surtout utile en replay. Donc il ne faudra pas hésiter. Donc oser, plutôt que pas oser, à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. J'ai envie de dire que c'est pas... Enfin... Le diagnostic, vous pouvez le prendre comme un truc, comme une sentence ou alors comme une libération. Les deux sont ok. C'est normal d'avoir besoin d'une période de déni ou d'adaptation. Je sais que quand on a changé mon diagnostic, moi ça m'a... Enfin j'avais construit mon identité autour de ce diagnostic en partie. Parce que certes ça ne nous définit pas le handicap, mais... ça fait partie de nous, chacun l'aborde comme il veut, mais en tout cas moi c'était important pour moi et ça m'avait un peu secoué quand même d'avoir changé de diagnostic, même si j'ai vu ça comme une libération parce que ça m'a permis d'avoir vraiment des prises en charge. J'ai tendance à me dire que peu importe le diagnostic, en fait les symptômes sont là et vous n'avez pas tous les médecins qui le feront, mais je sais qu'au centre de la douleur à Grenoble, mon algologue est incroyable et il me dit mais en fait on s'en fiche que ce soit la fibromyalgie ou le syndrome de l'air dans l'os ou que sais-je, les symptômes sont là, on va traiter les symptômes et ça si vous avez un médecin comme ça, c'est des médecins pépites, voilà. Donc n'hésitez pas aussi simplement à le dire à votre médecin, voilà, que des fois enfin voilà, peut-être que ça émanera de vous et ça apportera des choses assez positives. Voilà. Je réfléchis un peu sur des choses que je pourrais rajouter. Bah en tout cas, ouais, non, au niveau du parcours de diagnostic, voilà, j'ai un peu rajouté ce que je pouvais ajouter. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. Voilà, ça vous laissera un espace. J'ai aussi pas mal de questions en message privé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Comme ça, c'est les questions auxquelles je réponds sont disponibles pour tout le monde parce que j'y réponds tous les jours et j'ai beaucoup de questions sur comment faire, où trouver, etc., etc. Donc voilà. Ah si, peut-être sur le SAMA, le diagnostic du SAMA, du coup, comment ça se passe, c'est 3 choses. Déjà, il faut avoir les symptômes. Je suis pas là aujourd'hui pour parler exactement des symptômes du SAMA. Si j'ai un diagnostic officiel, ce qui semble visiblement être dans l'axe pour l'instant, je ferai un post où je décrirai un peu plus en particulier, en tout cas les symptômes. Ensuite, il faut que le médicament
ou les médicaments qu'on donne normalement si vous allez avoir 2 rendez-vous normalement, si on va vous donner des médicaments, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils vous améliorent vos symptômes? Si oui, ces médicaments sont vraiment spécifiques au SAMA, donc voilà. Il faut avoir ces 2 composantes-là et en général, c'est encore plus simple à diagnostiquer si vous avez ce qu'ils appellent les tryptases, le dosage sanguin en tryptase. Le problème, c'est que il faut uniquement l'avoir quand vous êtes... Enfin, il est visible que quand vous êtes en crise, donc quand vous avez des crises de SAMA. Donc en fait, c'est super difficile à avoir parce que en fonction de quand vous les avez, vous pouvez le temps d'aller au laboratoire, etc. etc. Soit la crise est passée, soit le laboratoire est fermé, donc ça peut être compliqué. Et puis voilà. Moi je sais que je prends du famotidine du coup pour le SAMA. En attendant, je le prends que quand j'ai des crises et que quand ça va pas, et franchement ça m'aide énormément. Donc ça c'est vraiment cool, et je me dis que même si jamais pour une raison X ou Y on me diagnostique pas, parce que maintenant je commence à avoir l'habitude d'avoir des symptômes et qu'on me dit non mais vous avez rien, alors que finalement c'est bien le truc, enfin voilà. Je sais que bon, maintenant j'ai le traitement. Et c'est ce qui importe le plus finalement, c'est de trouver comment aller mieux, même si c'est bien d'avoir un nom. Sachant que par exemple la MDPH, moi au début j'avais pas vraiment de diagnostic et j'ai expliqué, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer quel est les retentissements de vos problèmes dans votre quotidien. Vous avez une partie expression libre, il faut pas hésiter à faire même une page à part et écrire encore plus en expliquant de votre quotidien. Qu'est-ce qui va pas, comment ça vous impacte, comment ça vous handicape, parce que la MDPH elle est intéressée au handicap et voilà. Donc certes il faut aussi des mots du médecin, mais voilà. Sur ce, vu que j'ai pas trop de questions et que vous n'êtes pas énorme sur le live, et que je sais que vous allez les regarder en replay, vu que j'ai aussi pas mal de personnes qui m'ont répondu pour regarder en replay, moi je vais vous laisser. J'ai mon estomac qui m'appelle, qui crie famine et qui gargouille, j'espère que vous l'avez pas trop entendu. En plus, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis malade, je pense que j'ai une angine, super, la veille de Disney c'est vachement sympa. Donc voilà, vous pourrez aussi retrouver ce live sur YouTube, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne soirée.